Bonjour, je suis Clément Puyurnier, consultant et responsable du secteur mobilité et infrastructure de transport chez Télémaestro. J'accompagne depuis près de 8 ans des acteurs du ferroviaire sur des sujets de gestion d'actifs. Euh, et ce qu'on découvre très vite, c'est que derrière un sujet en apparence très simple, faire rouler des trains à l'heure, par exemple, se cache énormément d'acteurs, d'actifs, de contraintes techniques et surtout des arbitrages permanents. Typiquement, quand un train est en retard, qu'une ligne manque de fiabilité, qu'un matériel tombe en panne, la réaction, c'est souvent la même. On cherche un responsable. Alors déjà, les acteurs sont nombreux. Entre l'autorité organisatrice, globalement la région, SNCF Réseau ou les entreprises ferroviaires. Donc, la région va pointer l'opérateur va pointer le manque d'investissement, et le gestionnaire d'infrastructure rappelle les contraintes du réseau et qu'au final, c'est assez complexe. Finalement, chacun a souvent des bonnes raisons, et personne n'y voit, ou en tout cas n'a une vision complète du système. Aujourd'hui, nous sommes avec Patricia BNS et nous allons essayer de comprendre pourquoi le ferroviaire est un système si difficile à piloter et pourquoi les réponses simples, ou en tout cas celles qu'on imagine, sont rarement les bonnes. Bonjour Clément, je m'appelle Patricia Perennes. Je travaille dans le secteur depuis un peu plus de 15 ans maintenant donc l'avantage c'est que j'ai eu une vision des différents acteurs parce que alors aujourd'hui je suis consultante, je travaille majoritairement pour les régions. Ça fait suite au fait que j'ai été directrice transport adjointe dans une région. Mais auparavant j'ai travaillé également pour SNCF tout court, la holding. Et avant pour Réseau Ferré de France, SNCF Réseau. Voilà, donc j'ai un peu cette vision transverse des différents acteurs et voilà, c'est pour ça que je pense qu'on peut discuter de ce sujet-là. Et effectivement, comme tu l'as dit, il y a une fragmentation des acteurs et c'est pas forcément voilà, facile de trouver les causes. Ok. Top. Bah écoute, pour rentrer dans le vif du sujet, quand on parle de manque de régularité, on imagine souvent une cause évidente. En tout cas, quand on en parle, on imagine souvent une cause évidente. Pourtant, dans le ferroviaire, et je pense que tu vas pouvoir nous le montrer, le problème est rarement là où on l'attend. On le voit souvent. Un train peut être retardé à cause d'un conducteur manquant, d'une panne de signalisation, d'un matériel vieillissant, d'une limitation temporaire de vitesse, ou parfois d'une combinaison de tout ça. Et surtout, ça relève pas toujours du même acteur. Et je pense que c'est ce qui est vraiment difficile à comprendre. Finalement, question simple mais réponse complexe, est-ce qu'on sait vraiment expliquer, en tout cas essayer de comprendre pourquoi les trains sont en retard? Alors oui, du coup, il y a des études sur les causes de régularité. Il y a une entité qui s'appelle la QST, l'Autorité pour la qualité dans les services de transport, et qui a publié des chiffres sur les causes. Et effectivement, elles sont assez diverses. Voilà, je suis allé regarder les chiffres. Donc, elles s'étaient concentrées sur les trains régionaux. Mais bon, je pense que dans une certaine mesure, l'idée, en tout cas générale, elle marche aussi pour d'autres types de trains. Et du coup, en fait, il y a une multiplicité de causes. Donc, tu as cité les causes, le conducteur est pas là, qui est un peu la cause caricaturale, ou c'est la grève. Alors qu'en fait, si on regarde, on a vraiment des causes. Alors, ça peut être les voyageurs, déjà, voyageurs malades, l'attente de voyageurs aussi en gare. Voilà, quand il y a une correspondance et qu'il faut attendre les voyageurs. Donc ça, c'est 5%. Mais il y a aussi des causes comme le matériel roulant, le train qui tombe en panne. On en a beaucoup parlé dans des lignes comme Paris-Clermont-Ferrand, où on a des trains très anciens type Corail, là où le matériel roulant est pas fiable. Donc en moyenne, sur la France, c'est 15%. Et aussi simplement la gestion de trafic. Parfois, on entend pour régulation du trafic. Parce qu'en fait, c'est le train d'avant qui est en retard et du coup, le train va pas sauter par-dessus. Enfin, voilà, c'est la base du système ferroviaire. Et du coup, finalement, des retards, ça se fait en cascade. Et donc, il y a 15% des retards qui s'expliquent par ça. Après, il y a les causes d'infrastructure. Pareil, on en parle pas mal sur Paris-Clermont. L'infrastructure qui est en mauvais état, ça va être la caténaire, donc le fil électrique qui est au-dessus du train. Les passages à niveau aussi. S'ils ne se ferment pas, le train ne peut pas passer. Voilà, fermeture des passages à niveau, dérangement des passages à niveau. Donc ça, c'est 20%. Et puis, il y a 30% de causes externes. Alors bon, il y avait une anecdote rigolote des gens qui se garent sur la voie de chemin de fer parce qu'ils n'ont pas vu qu'il y a les trains qui pouvaient passer. Bon, ça, c'est vraiment le plus rare. Mais globalement, j'aimais bien cette citation de l'ancien président de SNCF qui dit il y aura toujours une vache pour sauter une barrière. Oui, des animaux sur les voies, des sangliers, des causes totalement externes au système ferroviaire, c'est quand même 30%. Voilà. Donc on a un mélange de causes voyageurs, de causes matériel roulant, de causes opérateurs aussi. Voilà, simplement effectivement le conducteur qui est pas là, c'est des choses aussi qui existent. Donc voilà, c'est un mélange de choses. Ok. En fait, si je comprends bien, le sujet central, c'est pas uniquement la performance en termes d'irrégularité, c'est surtout de comprendre quelles en sont les causes, quels sont les termes, et surtout les interactions entre tous les acteurs pour arriver à harmoniser tout le monde, et surtout à harmoniser l'intégralité des contraintes qu'il y a sur le système et comment bien les faire matcher. Surtout, ce qui est important, c'est quand tu as une ligne où il y a des mauvais résultats de régularité. Parce qu'après, on pourra parler de ce que c'est un bon et un mauvais taux et donner des moyennes. Parfois, enfin, pas parfois, les régions font ça, en fait. Elles ont un truc, c'est analyse des lignes malades. On les appelle les lignes malades. Et on se dit, cette ligne-là, elle a un taux de régularité qui est atroce.
Et la question, c'est pourquoi. Et après, voilà, on va faire une analyse. Est-ce que c'est le matériel roulant qui est en fin de vie? Du coup, est-ce qu'on a commandé du matériel roulant? Ça, c'est vraiment l'exemple. Alors, c'est pas une ligne régionale, mais les Paris-Orléans, Toulouse et les Paris-Clermont, dont j'ai déjà pas mal parlé. Est-ce que c'est des causes infra? Du coup, il faut voir avec Réseau. Est-ce que Réseau a prévu des travaux? Parfois, il y a des choses comme le train est tout le temps en retard parce qu'il y a toujours un problème sur le sillon. Donc, le sillon, c'est le droit de passage du train à une certaine heure sur une certaine voie, parce que, en fait, pour qu'un train passe, il faut qu'il ait une autorisation de passage pour pour interdire l'accident avec un autre train. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il y a un problème sur le sillon? Est-ce qu'il ne faut pas décaler de quelques minutes le train pour que ça fonctionne plus? Si c'est de la surfréquentation et du coup des causes voyageurs et qu'on n'arrive pas à fermer les portes, est-ce qu'il ne faut pas rajouter des trains? Donc voilà, donc ces causes multiples, elles varient beaucoup en fait selon les territoires. Et du coup, il faut essayer de faire des choses dans la limite de ce qui est possible. Parce qu'on va parler de l'infra, par exemple. L'infra, parfois, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de moyens côté SNCF Réseau. Et bah, du coup, on serre les dents. Ok. Effectivement, et ça c'est un des sujets suivants, mais peut-être pour un tableau un peu moins sombre aussi sur aussi quelques innovations qui peuvent exister, et notamment sur le matériel roulant. Je sais qu'on en discutait, notamment sur les nouveaux TGVM qui vont être mis en circulation, et notamment l'innovation dont on discutait, le greffon batterie pour tenir justement jusqu'à la gare suivante. Ce sont aussi des choses qui peuvent être faites, qui peuvent être induites sur le matériel roulant, justement pour limiter l'impact que pourrait avoir euh, une avarie de matériel sur le réseau, et donc du coup justement limiter beaucoup plus la régularité du trafic. Tout à fait, parce que dans les causes que je t'ai données, souvent on fait cause externe, cause interne. Interne à l'opérateur, il peut faire quelque chose. Et externe, il peut rien faire. Or, la limite, elle est pas si nette que ça, en fait. Parce que, notamment sur les nouveaux matériels TGV qu'on attend qui n'arrêtent pas d'être en retard, là. Le TGVM qui doit arriver, en principe, cet été et peut-être à la fin de l'année. Ils ont fait une innovation qui est une petite batterie. Parce que, un problème qui arrive, et c'était récemment, il y a un TGV qui avait été arrêté en pleine voie du côté de Nîmes, il est extrêmement chaud. En fait, donc la caténaire, le fil électrique est cassé. Et donc, s'il n'y a plus d'alimentation électrique, le train s'arrête. Voilà. Et il n'a pas de clim, il n'a pas de chauffage en fonction de la période. Et c'est vrai que dans les TGV, il y aura une petite batterie, ce qui permet au TGV de faire quelques kilomètres, d'aller à minima jusqu'à la gare suivante pour ouvrir les portes et que les conditions d'attente soient meilleures, voir si la caténaire allait jusqu'à sur un morceau. On peut même imaginer que le train arrive à aller jusqu'à un endroit où la situation est résolue. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une innovation. On peut aussi parler d'innovation un peu en termes d'organisation. Je ne sais pas si pour les franciliens qui nous écoutent, si vous avez noté ça, les causes voyageurs qu'on considère comme des causes externes, à l'origine, on laissait les gens malades dans le train et du coup, ça bloquait toute la circulation. Alors que maintenant, on dit, il faut mettre ces personnes-là en dehors du train sur le quai, à la fois pour elles, parce que c'est mieux d'être traité sur le quai, mais aussi pour reprendre les circulations. Et moi, ça m'avait frappé récemment, j'ai appris le RER A, et on avait comme ça quelqu'un qui était sur le quai avec les pompiers qui étaient là, et les circulations avaient repris. Et donc ça, c'est externe, parce que c'est voyageur, et en même temps interne, parce que, voilà, donc c'est des innovations techniques et d'organisation qui permettent d'augmenter la fiabilité et pour réduire les causes externes, matérielles, roulantes, etc. Ok, non, très clair. Puis l'exemple, je pense qu'effectivement le dernier exemple est parlant pour ceux qui sont habitués Pour ceux qui sont à l'île de au mass France, transit en tout cas. c'est frappant. Ok. Peut-être aussi un autre enjeu. Imaginons, en tout cas, on a brossé un petit peu un portrait des causes en termes de performance, mais imaginons que, sans parler de performance en termes de régularité, qu'une région souhaite simplement ajouter des trains en heure de pointe, sur le papier, ou en tout cas pour des personnes qui ne connaissent en tout cas pas bien le système. C'est assez simple. On finance davantage de services, on pose un train sur un rail, et puis rouler jeunesse. Dans la réalité, ça mobilise énormément d'acteurs et d'actifs, et du coup, la vraie question, c'est qui a la main en fait? Qui a vraiment la main? Et surtout, quel levier peut-on activer pour effectivement accéder aux demandes de l'autorité organisatrice? Alors c'est vrai que rajouter un train, en fait, ça dépend beaucoup de quel train. Est-ce que c'est simple ou pas? Parce que souvent, on constate lors des points de demande, donc si c'est du quotidien le matin ou le soir, ou si c'est du saisonnier, par exemple les vendredis avant les vacances ou les vendredis de week-end long, on se dit pourquoi ils ne rajoutent pas de train les régions? En fait, là, c'est pas forcément facile, parce que déjà, est-ce qu'il y a un train au sens, est-ce qu'il y a un actif physique qui est garé quelque part qu'on pourrait sortir? Et la réponse, c'est pas toujours oui, parce que si c'est la pointe, en général, tous les trains sont dehors. Sauf peut-être un en cas de problème, voilà, pour pouvoir dépanner. Mais du coup, il n'y a pas de train caché que SNCF aurait garé et qui n'aurait pas utilisé. L'autre truc aussi d'un point de vue gestion d'actifs, c'est que ces trains-là, c'est pas 100 000 euros. C'est plutôt 8, 9, 10, 12 millions pour les plus gros. Et si on parle de TGV, là, on parle de 25-30 millions largement. Et du coup, acheter un train pour juste l'utiliser le vendredi de la veille des congés scolaires, c'est pas intéressant, voilà, façon active. Après, autre chose, il faut qu'il y ait de la place sur le réseau. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, un train doit demander un sillon, donc un droit de passage.
Or, en fait, on peut pas faire passer, enfin, c'est, à un moment donné, ça peut pas boucher, en fait. Il n'y a pas la notion de bouchon. Donc, soit il y a de la place, soit il y en a pas. Et du coup, c'est vrai qu'on arrive, à certaines dates, à des limites, à des saturations, qui sont en général pas sur la ligne, mais qui sont au départ pour sortir de Paris, ou pour arriver dans des grandes métropoles, voilà. Par exemple, on pense à Lyon, on parle du nœud lyonnais. Bon, et parfois même, on pourra en parler plus tard, il y a des problèmes de signalisation. Même une ligne qui paraît vide, en fait, elle est pleine, parce que la signalisation est tellement obsolète, que pour des raisons de sécurité, en fait, on peut pas mettre beaucoup de trains. Voilà, donc il y a tout ça. Et puis le truc qui est fondamental aussi, dont les gens ne se rendent pas forcément compte, et je pense qu'il faut rappeler, les TER, ça perd de l'argent. Un TER, un train express régional, ça perd de l'argent. Ça ne gagne de l'argent que parce que la collectivité compense. Donc chaque train supplémentaire, la région doit faire un chèque. Donc on sait très bien qu'aujourd'hui, les collectivités publiques, elles n'ont pas nécessairement de moyens. Donc il y a des fois, oui, un train de plus, ça pourrait être bien, mais c'est pas la priorité financière. Voilà, donc ça c'est important. Voilà. Après, rajouter un train dans la journée. Si dans la journée, souvent le matériel roulant est garé. Pareil, pour les gens qui prennent régulièrement le train, si vous prenez le train vers 10h du matin ou 16h, parfois vous voyez des trains qui sont garés. Voilà. Donc ça, ces trains-là, entre guillemets, les activer et les mettre en place, ça coûte pas si cher que ça. D'autant plus que les conducteurs, ils peuvent pas faire si un train le matin, un train le soir, ils peuvent pas faire du matin et du soir. Pour des raisons de travail, ils vont pas conduire pendant 12 heures. Voilà. Par contre, rajouter un train dans la matinée ou en après-midi, c'est des choses qui sont faisables. Donc beaucoup plus facile de faire un train dans la journée, coûte moins cher à la région. Par contre, ça répond pas forcément à la demande de ce vendredi, mon train a été surbooké, je comprends pas, quoi. Ok. J'aimerais aussi rebondir sur un sujet le premier sujet que tu as abordé, c'est notamment le fait qu'en heure de pointe, la capacité maximale du matériel roulant disponible est mise sur le réseau. Justement, je pense qu'on a pu le voir aussi récemment, Transdev dans la région PACA qui avait des problèmes de livraison de ces derniers trains. En fait, aussi, quels sont les moyens qu'ont les régions entre elles pour acquérir du matériel roulant de manière rapide et pour être sûr, enfin, en tout cas, essayer de subvenir à un besoin qui serait, on va dire, pas urgent, mais en tout cas plus rapide que l'ordinaire. Oui, parce que en fait, commander un train, faut avoir conscience de ça, c'est pas du tout comme une voiture. Vous n'allez pas chez le garagiste et vous achetez votre train. Un train, entre le moment où il est commandé et le moment où il arrive, alors s'il faut le designer, c'est un nouveau train, là on est parti pour 10 ans, hein. Peut-être pas, mais bon, 5-6 ans à minima, et plutôt 7-8 si on va être réaliste. Par contre, si le train, bon, la ligne de production existe déjà, faut quand même compter au moins 2 ans, mais effectivement, parfois, il y a besoin un peu en urgence de train. Ce qu'ont fait les régions historiquement, grâce à SNCF, grâce à SNCF Voyageurs, faut le dire, c'est qu'en fait, SNCF Voyageurs avait une vision sur l'ensemble du parc. Et du coup, pouvait dire, il y a des trains qui sont dispo ici, il y a moins besoin, parce que d'autres fois, il y a des travaux sur les lignes. Donc, les travaux sur les lignes fait que le train en a moins besoin, ou ils savent qu'il y a moins de pression, et du coup, il y avait des prêts entre régions. Ça, c'est quelque chose de très courant. Voilà. Et ça a tendance à s'amenuiser, parce qu'avec l'ouverture à la concurrence, SNCF Voyageurs ne va pas être présente sur tout le territoire, et du coup, qui va prendre le relais? Donc sans doute les régions entre elles, mais c'est des choses qui doivent encore être mises en place. Les prêts de matériel roulant entre régions, et l'exemple que tu donnais Transdev, c'était intéressant, parce que du coup, Transdev commençait un nouveau service avec l'ouverture à la concurrence. Il remplaçait un matériel roulant qui est assez ancien, que souvent les gens connaissent et aiment bien, qui est le matériel Corail. Voilà, très confortable, etc., mais qui avait plus de 40 ans. Donc pas du nouveau matériel roulant, qui avait été commandé sur une ligne de production existante, donc ça devait pas prendre trop de temps, les régions de Zen, et ces trains sont en retard. Alors c'est pas spécialement Transdev qui est en retard. Aujourd'hui, je vais parler du TGV qui est en retard, on pourrait parler du RERB qui est en retard, on pourrait parler du train CAF Oxygène qui est en retard, c'est pareil pour tout le monde, hein. On a un problème dans l'industrie, les livraisons n'arrivent pas à tenir. Simplement, d'habitude, SNCF pouvait se prêter à elle-même, pouvait prolonger l'utilisation des corails quelques mois, voilà. Mais là, comme on change de contrat, on change d'opérateur, on peut pas. D'autant plus qu'il faut savoir que le matériel corail est amianté. Et du coup, ils peuvent pas le transférer à un nouvel opérateur. Bon, il y a tout plein de raisons qui faisaient que Transdev, en fait, ils n'avaient pas de solution bis. Et ce qui s'est passé, moi, j'ai beaucoup apprécié ça, c'est que il y a des gens qui ont dit, ouais, Transdev, côté SNCF, on n'a qu'à les laisser couler, c'est des concurrents. Et en fait, non, c'est qu'il y a une solidarité des gens du rail, comme il y a une solidarité des gens de la mer. À un moment donné, on va pas laisser les voyageurs sur le quai, parce qu'ils sont trop méchants, Transdev, hein. Ils ont réussi, je pense, la profession à passer au-dessus de là, ça. Et puis bon, SNCF, je pense, voulait pas donner une mauvaise image. Et ils se sont dit, est-ce qu'il n'y a pas des rames équivalentes, des régions de zen, dans d'autres régions où il y a moins de tension sur le parc? Et notamment dans ma région, en Centre-Val de Loire, on avait une fermeture pour travaux, parce qu'on a des sous-investissements pendant des années, autre sujet intéressant sur Paris-Orléans, ce qui fait qu'on avait quelques régions de Z de côté, et que ça a été prêté à l'opérateur. Voilà. Donc ça a fait couler pas mal d'encre. Moi, je pense que c'était une bonne chose, parce que on n'est pas là pour se faire une guéguerre. À un moment donné, dans la profession, on est là pour rendre un service public au public, et pour ça, il faut prêter les trains. Et là, voilà, SNCF et les régions ont joué le jeu en prêtant à Transdev. Et maintenant, toutes les rames sont arrivées, et ouais, ça fait partie des choses, entre guillemets, ça arrive. La SNCF a souvent du retard dans ses rames, mais ils avaient la chance, parce que groupe intégré, de pouvoir bénéficier de trucs internes. Voilà, Transdev
n'a pas été exclu, et surtout c'est pas Transdev en fait, c'est les voyageurs entre Marseille et Nice. À un moment ça s'appelle le service public, quoi. Ouais, tout à fait. Mais même si cette solidarité est vraiment à souligner, la multiplicité des acteurs rend beaucoup plus difficile la vision de SNCF de l'ensemble de ses actifs disponibles sur l'ensemble du territoire et donc du coup des prix interrégions. Tout à fait. Et il va falloir mettre en place un nouveau système, probablement à l'échelle des régions, mais ça reste à construire. Et c'est un véritable enjeu. Parce que là, c'est SNCF qui a trouvé des rames pour prêter. Ouais. Bon, évidemment, les régions, SNCF propose et les régions disposent. C'est les régions qui décident à la fin. Bon. Ok, bon, ça. Très bien. Alors, peut-être aussi pour un enjeu suivant et que je pense intéressant. Bon, ok, on a discuté du fait que comment mettre en place un service pour gagner en régularité, etc. Même si aligné, est-ce que le système peut réellement absorber plus de trains? Parce qu'on le voit, hein, depuis la sortie du Covid, les fréquentations ferroviaires repartent à la hausse. Enfin, je pense que elles explosent. Elles ont largement rebattu leur fréquentation d'avant Covid. On voit des TER remplis, alors même qu'on n'arrive plus à réserver pour éviter des surcapacités, des TGV saturés. Et pourtant, augmenter significativement l'offre, ça reste extrêmement compliqué. Enfin, je me souviens, c'est toi je crois qu'il m'avait donné la citation de Jean-Pierre Farandou qui évoquait régulièrement l'objectif de doubler la part modale de x2. C'est ça. x2, tout à fait. Mais du coup, et nous aussi, quand on travaille sur ce sujet-là, une question qui se pose immédiatement, c'est, en fait, est-ce que le système ferroviaire en a la capacité? Est-ce qu'il peut l'absorber? Alors, clairement, la réponse va être plutôt non, malheureusement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, donc pour te donner les derniers chiffres que j'avais, moi, c'était plus 35% de fréquentation en TER. Je vais parler des TER depuis la sortie du Covid. Et en fait, SNCF a communiqué sur les réseaux sociaux il y a peut-être un mois de ça, même un petit peu moins, c'est plus 50%. Parce qu'eux, ils ont les derniers chiffres. Alors, en dehors de la petite ligne dont on parlait, Marseille-Nice, qui n'ont pas, ils ont quand même une visibilité encore sur l'ensemble du réseau. Et donc, ils ont diffusé plus 50%. Je sais pas si tu vois le truc depuis la sortie entre 2019 et aujourd'hui, plus 50%. Et en fait, le système a du mal à encaisser. Alors, il faut donner le taux de remplissage des TER et des TGV. On peut parler aussi de TGV. TGV, c'est 77%. En moyenne. En moyenne, c'est énorme. Oui, c'est ça. C'était ma question. 77%, c'est énorme. Parce qu'en fait, si tu as 77% en moyenne, c'est-à-dire qu'un mardi en novembre, à 10h du matin, t'es quand même à 50-60. Et ça veut dire que, pour regarder, hein, quiconque en a fait l'expérience, qui voulait prendre un petit TG pour se faire un petit week-end dernière minute, c'est complet. Si on est tout seul, on arrive à se glisser dans les systèmes. Mais si on est 3 ou 4, on oublie. 77%, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui restent sur le quai. Dans les TER, le taux de remplissage moyen, c'est plutôt dans les 30%. Alors, c'est nul, etc. Attendez, le système consiste toujours en modèle, c'est les Suisses. Les Suisses, en moyenne, sur leur train, on est plutôt à 35%. Donc, 30% en TER, c'est bien. C'est vraiment pas mal, parce que ça, c'est l'ensemble des TER de France. Ce qui est intéressant aussi sur ces augmentations des fréquentations, c'est qu'on pourrait se dire, oui, c'est que les grandes villes. Non, pas du tout, en fait. Je travaille aussi beaucoup sur les lignes de desserte fine du territoire, donc les toutes petites lignes. Et alors, malheureusement, il n'y a pas de chiffres publics facilement disponibles, mais j'ai participé à pas mal de colloques, et notamment une région comme Bourgogne-Franche-Comté qui a des petites lignes. Ce que disaient les services là-bas, c'est que ces petites lignes-là, elles connaissent les mêmes augmentations de fréquentation. Alors, évidemment, si tu parles de 10% de fréquentation, t'arrives un taux de remplissage de 10% et que tu arrives à un taux même de 15 ou de 20, même si tu doublais, il reste encore plein de sièges, donc il n'y a pas de problème de saturation dans le train. Bon, après, il y a d'autres lignes, et notamment, j'avais encadré un mémoire sur les Paris-Orléans, Paris-Tours et Paris-Bourges, qui sont les trains TER, mais on est à la limite de la longue distance, et qui montraient que la région n'arrivait pas à gérer cette saturation. Et du coup, ce qui était fait, alors un TER, en principe, c'est comme un métro. C'est-à-dire que tu peux acheter un billet, tu peux monter dans n'importe quel train dans la journée. Parce que le métro, on va pas dire que le métro est complet. On va pas dire le RERB, il est complet. Or, le RERB, il a plus de 100% de taux de remplissage en moyenne. Parce que les gens se cassent tellement qu'ils ont retrouvé des moyens de monter dans le train que Alstom n'avait pas imaginé à la base, tu vois. Donc bref, mais on va jamais dire, désolé, on vous vend plus de billets de RERB, parce que tu comprends, c'est complet. Voilà. Et en fait, pour le TER, on s'est mis à faire ça. C'est-à-dire que les TER, c'est pour ces TER qu'on appelle de long parcours, ce qui est un peu une contradiction, et ben en fait, ils retirent les trains des ventes. Et du coup, si tu vas sur le site de la région, il est marqué le train il est complet. Alors que c'est comme un métro complet, enfin c'est une aberration, enfin le truc. Voilà. Et du coup, la solution au système, c'est d'afficher complet. C'est-à-dire qu'on a dit aux gens, il faut arrêter de prendre votre voiture, il faut sauver la planète. Et les gens y ont cru, tu vois. Ils se sont mis à prendre le train. Et après, en fait, vous êtes allé un peu trop vite. Vous êtes allé un peu trop vite, on n'arrive pas. Et donc, il y a ça. Et donc, après, est-ce qu'on peut rajouter des trains? On en a parlé, ça coûterait de l'argent. Les régions hésitent. Autre chose aussi, et là pour être un peu critique vis-à-vis de notre opérateur historique, quand on était encore à l'époque du monopole, moi j'ai vu SNCF dans des négociations avec les régions,
décourager les régions de racheter des trains. En disant, oh là là, pour l'instant, il y a du monde, mais est-ce que ça va durer? Donc, on avait un opérateur ferroviaire qui ne croyait pas au train et qui décourageait les régions de mettre plus de trains. Bon, ça, c'est quand même moyen. Et après, au-delà de ça, il faut acheter du matériel roulant. Est-ce qu'il est disponible? Quoique pas toujours, parce qu'il y a des fois, on dit, mais on peut pas acheter de train. Parce que le train de 19h est complet. Mais peut-être que si tu rajoutes un train à 17h, qui est plus tôt, peut-être qu'il y a des gens qui, si tu rajoutes un train à 23h, peut-être qu'il y aura aussi des gens dedans. Donc en fait, peut-être qu'il y a moyen, en jouant sur les horaires, de mieux optimiser les moyens, les actifs disponibles. C'est une question. Bon, il y a ça, et puis après, saturation du réseau. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il n'y a pas la place pour la sortie de Paris, notamment. Il n'y a pas de sillon, quoi. Ouais. Mais c'est aussi, enfin, du coup, il y a pas de sillon, en tout cas, à défaut, on peut trouver des solutions un peu réactives, typiquement bloquer les réservations, mais peut-être aussi pour donner un peu, pas une lueur d'espoir, mais en tout cas un peu d'oxygène sur ce qui peut être mis en place, notamment au niveau du réseau. Je sais qu'on a parlé énormément d'amélioration de la signalisation. Tu m'évoquais aussi ces questions de comment centraliser du réseau. Alors peut-être aussi nous expliquer ce que c'est, mais concrètement, quelles solutions, et notamment techniques, notamment voilà, purement ferroviaires, peuvent être faites pour dire en fait non, l'état du réseau n'est pas une fatalité et il y a des investissements qui peuvent être faits pour l'améliorer grandement. Parce que quand on dit le réseau saturé, on s'imagine tout de suite faudrait construire une deuxième voie à côté. Souvent l'exemple qu'on donne, c'est le tunnel entre Châtelet et Gare du Nord, entre le B et le D. Il faudrait construire un deuxième tunnel. Bon, c'est un deuxième tunnel entre Châtelet et Gare du Nord, le délire quoi. Or en fait, en jouant sur la signalisation, tu peux gagner quelques secondes et du coup rajouter des trains. Pareil, un exemple souvent qui est donné, c'est Paris-Lyon en grande vitesse. Avec cette notion, un jour ça va être saturé et du coup il faudra construire une deuxième ligne de grande vitesse, sans doute via Orléans, Clermont, Lyon. Et en fait, pas du tout. Les systèmes de signalisation, alors la signalisation ferroviaire c'est un petit peu compliqué, mais en gros, t'as des espèces de feux. Bon, alors parfois ils sont physiques quand les trains vont pas très vite, parfois ils sont en fait affichés en cabine. Et si tu mets plus de feux ou si tu changes le système de communication, tu peux gagner et rajouter plus de trains sur la même ligne. Et donc ça s'appelle le RTMS. Et donc ça, le RTMS, ça commence à être mis en place sur le Paris-Lyon et ça va permettre d'augmenter le nombre de sillons. Donc le nombre de trains qui passent, voilà, donc on va passer de 13 à 15 de mémoire si je dis pas de bêtises par heure. Et du coup ça va permettre de résoudre alors c'est des millions mais pas des milliards. Ou quelques milliards et pas quelques dizaines de milliards. Voilà, parce qu'on est vite c'est jamais un million, mon affaire. Un million, c'est la base, quoi. Alors après aussi, un autre sujet qui est, je trouve, hyper important et souvent sous-estimé, dans les régions, c'est pour les gens qui habitent en région, ou les gens qui habitent en grande banlieue. Quand t'es francilien, tu t'en rends moins compte. Enfin, francilien de première parisien ou francilien de première couronne. En fait, c'est l'horaire du dernier train. L'horaire du dernier train, quand habitant en région, parfois c'est 20h. Tu fais, mais c'est une blague. Alors, je peux pas aller au resto, je peux pas aller au ciné. Ou si je suis infirmière en horaire décalé, ou si je travaille dans le ciné ou dans le café, ben j'ai pas le droit au transport public pour rentrer chez moi, quoi. Et du coup, on se dit pourquoi on rajoute pas des trains plus tard. Et en fait, on constate que en fait, le système de signalisation, il est géré par une personne physique. Souvent, c'est un monsieur ou une dame, mais c'est plus souvent un monsieur qui est dans une petite guérite, en gros, qui pousse des leviers pour faire bouger les aiguilles, tu vois. Réellement? C'est Voilà. une image. Non, c'est pas une image. Moi, j'ai encore vu des postes comme ça, des postes notamment qu'on appelle Sexby, qui sont magnifiques. C'est des trucs, c'est de l'horlogerie, c'est super beau, et tu te fais ah ouais, c'est utilisé. C'est intéressant, parce que c'est vieux quand même, ça date des années 30, hein, si tu vois le look, tout ça. Et effectivement, c'est des postes qui sont encore à certains endroits utilisés, et qui posent en fait on peut se dire, bah oui, si ça fonctionne, autant les utiliser, tu vois, bon, bref. Mais le problème, c'est que du coup, t'as besoin d'une personne physique, et donc t'as besoin, si tu veux avoir des trains en permanence, de faire les 3-8. Et donc parfois, en fait, ce qui se passe, en réalité, c'est qu'il manque un 8. Autre projet, c'était Railcoop, je sais pas si tu te souviens. Très bien. C'était un projet de train qui voulait traverser la France entre Bordeaux et Lyon. Et à la base, ils avaient prévu de faire des trains, y compris la nuit. Pas forcément des trains de nuit, mais des trains qui roulent la nuit. Et SNCF Réseau leur avait dit, non, mais vous passez par le centre de la France, les lignes, elles sont fermées. Et en fait, pour qu'elle fait, mais non, il y en a voix, comment la ligne, elle peut être fermée, tu vois, c'est quoi ce concept? Et en fait, ben non, parce qu'à cet endroit-là, il y a effectivement un système de signalisation qui repose sur une personne humaine. Et la personne humaine, on va pas la payer 108 tout au long de l'année, donc je sais pas combien il te faut un peu plus d'un ETP pour tenir le poste toute l'année. Ça coûte au moins 100 000 euros pour faire passer votre putain de train, quoi, qui va nous rapporter 3 francs 6 sous. Donc, en gros, ce système-là, ce qui fait qu'il y a finalement les trains qui s'arrêtent tôt, et puis qu'il n'y a pas de capacité, donc on peut pas rajouter des trains à certaines heures, ou même comme c'est des systèmes anciens en général, même en journée, ça va limiter le nombre de trains qui peuvent circuler, parce qu'en fait, on a eu un sous-investissement chronique, en gros, depuis les années 80, depuis l'arrivée du TGV, pour la faire courte, parce qu'on a mis l'argent dans le TGV, ce qui fait qu'on a gardé ces postes complètement démodés, et que c'est de pire en pire, et qu'on n'arrive pas, collectivement, à en faire une priorité nationale, à injecter de l'argent là-dessus. Voilà, c'est toujours la priorité
sur le texte, mais quand on regarde la somme qui est en face, on a un souci, quoi. Parce que du coup, la solution, j'ai parlé de commandes centralisées du réseau, mais c'est justement arriver à se libérer de ces postes manuels qui demandent des horaires qui peuvent être parfois complexes et d'arriver à des postes centralisés, régionaux ou en tout cas sur l'ensemble du territoire, au moins pour pouvoir commander de manière centralisée C'est ça. l'intégralité de la Parce que la solution technique, en plus, elle est définie, hein. Je veux dire, on a l'horizon, on sait, et il y a des pays comme la Belgique qui sont hyper en avance. En gros, c'est de faire entre 10 et 15, alors je sais plus, j'ai un doute sur le chiffre exact, vraiment de tours de commande un peu comme centralisés, un peu comme l'aérien, tu vois, des tours de commande. Et du coup, dans ces endroits-là, tu peux avoir 2-3 personnes en permanence. Évidemment, tu fais les 3-8 et tu gères des plaques entières du territoire. Ça, c'est vraiment l'horizon. Le souci, c'est qu'en fait, il faut à la fois les construire toute la logistique qui va derrière, hein, pour faire tourner les aiguilles un peu partout sur le territoire. Et donc, la solution, elle est identifiée dans la profession. Entre nous, on est tous d'accord, il faut investir plus dans le réseau. On connaît les chiffres, environ 1,5 milliard d'euros par an, pour monter à 4,5 milliards dans la modernisation et la régénération du réseau. Enfin, il y a un consensus, et puis à chaque fois, on arrive en projet de loi de finances, et il n'y a pas l'argent. Enfin, il y a toujours un petit peu, tu vois, mais ça suffit pas. Ça suffit pas pour l'ambition. Ouais, mais du coup, de ce que tu disais, en Belgique, c'est quelque chose qui a été fait, notamment, ou en tout cas, on peut avoir des retours d'expérience qui nous disent, non, il y a un vrai gain à apporter. Il y a un vrai gain. Enfin là, pour le coup, il n'y a pas trop de débats. Après, il peut y avoir des débats sociaux, parce que notamment les personnels de SNCF Réseau, en fait, il y a quelqu'un qui est là, donc qui physiquement qui tient un poste, et on va se dire la vérité, ça va réduire le nombre de postes nécessaires. Après, SNCF Réseau, il croule sous le boulot avec la rénovation du réseau. Donc bon, voilà, moi j'ai pas trop peur. C'est un personnel qui est pas licenciable, de toute façon, qui est au statut ou qui est en CDI pour les nouveaux recrutés. Voilà, il va falloir réfléchir à si on met ça en place, comment on change les métiers des personnels, comment on les met comment on les met ailleurs, comment ils peuvent trouver leur place dans le nouveau système. Mais à un moment donné, le but du système, c'est une fois de plus, c'est le service public au service du public. Donc, on va pas garder un système obsolète qui réduit la possibilité du train de se développer. Et puis, avec les enjeux écologiques qui sont derrière. Donc, oui, il y a un enjeu social, il faut le reconnaître. Bon, il faut pas sacrifier le service public à cet étroit-là. Ok, très clair. Très clair, surtout que ça brosse quand même beaucoup de solutions et pas forcément celles auxquelles on pense initialement quand on fait de la gestion d'actifs, on va dire. Pourtant, c'est de la gestion d'actifs. On a mal géré l'actif. Hein. Exactement. L'État a mal géré son actif. Hein. Ça, c'est clair. Tout à fait, mais ça brosse sur un panel beaucoup plus large que ceux qui me viendraient naturellement en tête. Après aussi, une dernière question que je peux me poser, c'est, ok, si on a plus de trains, plus d'infrastructures, plus de capacités, les moyens d'investissement qu'il faut, ils sont annoncés, après est-ce qu'ils seront mis en place, c'est une autre question, mais en tout cas on les a. Une dernière question qui reste, c'est comment est-ce qu'on tient dans la durée? Parce qu'effectivement, tu as donné l'exemple fut une époque où la SNCF poussait moins les régions à investir dans l'achat de matériel roulant. Parce que je pense que tu pourrais le dire aussi, le ferroviaire, c'est un système qui réagit lentement. Les décisions qu'on prend aujourd'hui, elles produisent parfois les effets dans 10, 20 ans ou même plus tard en fonction des plans qui sont faits. Et tous les acteurs avancent pas forcément au même rythme. Donc voilà, du coup ici, comment est-ce qu'on fait durer ces stratégies, ou en tout cas comment est-ce qu'on fait durer cette volonté politique ou absence de volonté politique, justement. Alors, je trouve qu'il y a un truc qui est génial, et on l'a déjà dit plein de fois, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils votent avec leurs pieds, et il n'y a jamais autant de gens dans les trains. Donc, il y a une pression, si tu veux, de la réalité des voyageurs et de la demande. Alors, en ce moment, l'élément de langage, je vais te dire, il y a une envie de train. Voilà, ça, c'est l'élément. Il fait que, voilà, il y a une envie de train parmi les Français, et franchement, il n'y a que ça pour faire bouger les politiques. En attendant, comme tu l'as dit, par exemple, pour les TGV, il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant, en gros au milieu des années 2010, il y avait moins de gens dans les TGV, parce que Blablacar, qui le développe à l'époque, on l'a oublié, parce que Ryanair et EasyJet qui se développe, et du coup, à l'époque, SNCF croyait pas trop au ferroviaire, faut aussi se dire la vérité, donc ils disent on va se débarrasser de TGV. Un TGV, ça dure 40 ans, pour info, et si tu fais ton petit calcul, premier TGV, Mitterrand, tout ça, 80 plus 40 est égal à 2020, donc en 2015, tu prends la décision de ne pas renouveler complètement les TGV orange, et puis les bleus, qui étaient les Atlantiques, les deuxièmes. Et ils prennent cette décision-là, et puis on sort du Covid, et là, il n'y a jamais autant de gens dans les trains, et c'est, on n'a plus de train. Et du coup, on inverse la vapeur, il y avait quand même des commandes de TGVM, et on n'y arrive pas. Et donc voilà, je pense que ce qui va bouger, c'est ça. Il y a une espèce de consensus politique. Donc actuellement, le ministre des Transports, M. Tabarot, donc il a un projet de loi donc qui était devant le Sénat et qui devrait un jour être présenté à l'Assemblée nationale, qui dit faut trouver de l'argent, on en a parlé plein de fois, et il y a une opportunité historique, c'est les concessions autoroutières. Les concessions autoroutières aujourd'hui qui sont privatisées, en fait, on va arriver au bout des contrats entre 2030 et 2035 de mémoire. Et du coup, en fait, aujourd'hui, pour les gestionnaires d'actifs, ça va être clair, ce que je vais dire, les péages que tu payes quand tu as péage autoroutier, tu payes l'amortissement de la construction de l'autoroute et le fonctionnement. Or, à la fin de ces conventions, en fait, leur date, elle est terminée par l'investissement.
Du coup, il y aura plus besoin d'amortir. Donc en fait, tu pourrais baisser significativement les péages autoroutiers et avoir plus que du fonctionnement en fait. Bon, est-ce qu'on doit baisser dans un monde qui se réchauffe, tout ça, les péages autoroutiers? Bon, je pense qu'il y a quand même un relatif consensus, en tout cas, dans la plupart des partis politiques, pas tous, pour ne pas baisser les péages. Et en fait, la différence entre le besoin dans le quotidien et pas l'investissement, enfin entre CAPEX et OPEX, de le prendre en charge sous forme de taxe, et cette taxe-là viendrait financer les réseaux. Donc pas uniquement le réseau ferroviaire, aussi le réseau routier, parce que pareil, pour ceux qui n'habitent pas en Île-de-France et qui prennent régulièrement des routes départementales ou nationales, il y a du nid de poule, voilà, il faut aussi le rénover, voilà, pour financer ces deux-là. Mais ça, par contre, ça arrive que dans 2030-2035, donc il y a quand même une petite période qui manque. Voilà, donc comment on fait? Voilà, peut-être moyen de se faire avancer l'argent par des établissements bancaires, en tout cas le projet de loi dit qu'il va falloir trouver une solution, y compris pour ces trucs-là. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a un peu un alignement des planètes entre plus de gens, cette opportunité historique de dégager de l'argent avec vraiment le discours qui construit, c'est le transport doit rester au transport. L'argent du routier doit... Parce qu'il pourrait où il partirait sinon cet argent? S'il y avait une taxe, il pourrait partir dans les hôpitaux, dans les écoles, dans tout le budget général. Et c'est vrai que ce qu'essaye de faire le ministre, c'est de dire ça, c'est transport. Et donc, en fait, il dit ce pactole-là, il est pour moi. Les autres, les hôpitaux, vous irez chercher l'argent ailleurs, quoi. En gros. Et ça, c'est contre, en principe, la doctrine de l'État, qui est on flèche pas des recettes fiscales vers une politique particulière. Donc voilà. Donc, j'espère qu'on va y arriver. Il y a vraiment tout l'écosystème qui est aligné. Bon, après, on n'est pas à l'abri des résultats des élections. Hein, c'est un truc aussi basique que ça. C'est qu'à un moment, il faut que les Français votent pour ça. Ouais. Ce qui n'est pas évident, quoi. Ouais, tout à fait. Et surtout, moi, j'ai aussi une dernière question un peu sur ce sujet-là. On sent qu'on a une impulsion nationale, la conférence Ambition France Transport l'a montré. On a un alignement des acteurs. A priori, il y a quand même des choses qui vont pouvoir se faire. Mais moi, ma question, c'est justement comment est-ce qu'ensuite c'est priorisé, comment sont prises les décisions, comment elles sont arbitrées. Est-ce que les régions ont du poids là-dedans? On voit qu'il y a quand même beaucoup de projets à creuser. On parlait de la commande centralisée, on peut en parler d'autres, les grands projets du Sud-Ouest sur lesquels il y a justement eu des avancées récentes. Enfin, est-ce qu'on est uniquement au niveau, on va dire, parisien, du ministère des Transports et des acteurs qui gravitent autour, et de l'opérateur historique et d'autres opérateurs? Ou alors est-ce que les régions, qui sont nombreuses et qui peuvent avoir aussi des orientations politiques qui sont très différentes, est-ce qu'elles ont aussi leur poids et en gros, on va dire, l'horizon commun qui est donné au ferroviaire en France, comment est-ce qu'il est arbitré? Mais en fait, c'est sûr que ça dépend des choses. Sur le réseau ferroviaire, en dehors des plus petites lignes qu'on appelle les lignes de desserte fine du territoire, c'est plutôt l'État. Voilà. C'est plutôt l'État. Et du coup, là, les régions vont moins avoir à dire. Si ce n'est qu'en utilisant plus le réseau, en commandant plus de trains, en mettant plus de TER, évidemment, elles participent à l'amélioration du système. Via le péage, parce que les trains payent aussi des péages. Voilà. Donc via les péages qui versent. Et puis globalement, un réseau qui est plus utilisé, on est moins tenté de le fermer. C'est aussi basique que ça. Mais bon, c'est vrai que sur ce consensus dont je te parlais, qui est autour, il faut absolument trouver de l'argent pour ce réseau, pour le maintenir en bon état, parce que on sait, et ça tu le sais très bien, que les entités publiques sont des mauvais gestionnaires d'actifs. Elles ont une visibilité de court terme, et dans ce secteur-là, on a ce souci, mais voilà, si on va dans des piscines municipales régulièrement, je me rends compte qu'il n'est pas souvent dans des piscines côté Conseil au Bizet et 2000, il y a un problème, il va falloir investir, et on sent que la collectivité est pas prête. Bref, donc les gestionnaires publics sont généralement quand même d'un mauvais gestionnaire d'actifs, et donc là on a peut-être cette solution, en fait l'État sait qu'il est mauvais, entre guillemets, et du coup, comme il met une recette fléchée avec les péages d'autoroutiers, c'est ça qu'il ne faut pas se confondre péage-péage, ça permettrait de résoudre ce truc-là. Donc là, je verrais plus l'État. Évidemment, il faut aussi que les régions fassent leur part. Premier truc, en arrêtant de réclamer des projets nouveaux, en fait. Parce qu'à chaque fois que tu construis un projet nouveau, l'argent, et c'est ce qui s'est passé pour le TGV, tu construis des lignes TGV, il n'y a pas d'argent magique, pour reprendre notre président. Du coup, tu mets l'argent sur la ligne grande vitesse, et du coup, tu te dis, on va réduire un petit peu, ça va bien passer. Et en fait, au bout d'un moment, ça passe plus. Au bout d'un moment, les nids de poules, tu les bouches, au bout d'un moment, ça déconne. Au bout d'un moment, Paris-Clermont-Ferrand, c'est une ligne où les gens de Vichy et de Clermont, ils souffrent. Michelin, ils sont fous, quoi. Et d'avoir une ligne aussi déglinguée. Limoges, pareil, ils ont des soucis. Les PDG des boîtes qui sont là-bas, voilà. Donc, bon, tu peux essayer de mettre, donc, faut aussi que nous, collectivement, on soit capable de ça. Et là, pour le coup, j'ai un peu de mal, parce que quand je vois les débats au Sénat, tout dit, oui, la priorité, c'est pas de nouveaux grands projets, c'est d'entretenir. Ça fait 15-20 ans qu'on se dit ça, et puis il y a toujours quelqu'un. Mais, alors moi, je suis d'autant plus à l'aise que j'habite dans une ville qui s'appelle Bourges, qui est dans le centre de la France, et qu'à chaque fois qu'il y a un débat au Sénat, je sais que mon sénateur, Rémi Pointreau, va débarquer pour dire, oui, le réseau existant, c'est important, mais ce serait bien de faire la ligne grande vitesse, Paris-Orléans, Clermont-Lyon. Mais non, moi j'habite à Bourges, il faut pas, parce que si on fait ça,
Et ben la ligne classique Paris-Toulouse, elle va continuer enfin, on va repartir en sous-investissement pour des années. Donc voilà, les régions, c'est peut-être aussi d'arrêter de se dire la priorité, c'est le réseau existant. Et il faut arrêter de vendre du rêve aux habitants. Il faut se dire la vérité, il faut faire un travail de pédagogie. Et puis il faut assumer que non, il n'y a pas besoin d'une ligne grande vitesse pour desservir Bourges, quoi, par exemple. Ouais, tout à fait. Et puis surtout là, l'opportunité d'avoir des acteurs assez divers, mais qui arrivent au moins à se mettre d'accord sur une ligne de financement et comment les flécher, c'est déjà aussi un bon début. Oui, je pense que c'est lié, une fois, je voudrais pas être trop gentil avec votre ministre des Transports, mais avec le fait qu'il travaille depuis des années sur le secteur. C'est un ancien vice-président de région, c'est un ancien sénateur qui travaillait dans le projet de loi de finances. Enfin, quand il y avait un projet de loi de finances, bon, pour ceux qui connaissent pas, à l'Assemblée nationale et au Sénat, il y a des rapporteurs spéciaux en charge des différentes politiques. Donc, il avait fait souvent le rapport sur la partie transport du budget. Donc, il connaît son sujet. Donc, il sait, il n'y a pas besoin de le former pendant 3-4 mois, qu'il se rende compte que la priorité, ça serait peut-être d'investir dans l'existant et pas le projet qui lui semblait sexy quand il était en dehors du secteur et qu'il connaissait rien. Voilà, ça arrivait avec certains ministres. Là, au moins, il arrive, il sait quelles sont les priorités. C'est pour ça qu'il fait Ambition France Transport. Et c'est comme ça qu'on arrive à un consensus. La question, c'est combien de temps il est encore là? Et c'est qui le prochain ministre? Et est-ce qu'il arrive à aller jusqu'au bout? Parce qu'il y a un relatif consensus. Si tu regardes au Sénat, c'était marrant d'ailleurs, les sénateurs, il y avait un Vert, un socialiste, un Horizon, et puis un LR. Ils étaient d'accord. C'était marrant parce qu'ils sont d'accord entre eux. Ils sont pas d'accord sur tout, mais sur globalement priorité au réseau existant. Et du coup, ils arrivent à voter ça avec un consensus. L'Assemblée nationale, il y a moins d'experts du ferroviaire. On verra si on y arrive. Mais du coup, il y a quand même un consensus transpartisan qui fait que la loi pourrait passer si on arrive à l'inscrire à l'agenda. Ok. Moi, j'imagine qu'il y a aussi les prochaines élections, notamment présidentielles. Présidentielle, c'est monstrueux. Voilà, et est-ce que enfin, c'est jamais un sujet en fait. C'est ça marrant, c'est jamais vraiment un sujet. Tout le monde voudrait plus de trains, si tu demandes dans la rue, mais si en fait finalement c'est pas là-dessus qu'ils vont choisir leur candidat. Ouais, tout à fait. Écoute, merci. Au fond, de ce que je comprends, en tout cas de nos échanges, quand on parle ferroviaire, c'est pas seulement une question de train, c'est une question de système d'actifs, d'acteurs, de contraintes, qu'il faut réussir à faire converger dans le temps. C'est la dimension systémique. Ça, c'est vraiment pareil, un élément de langage. La dimension systémique. Le train, c'est un système. Et moi, j'ai toujours ce truc quand il y a un train qui arrive en gare, à chaque fois, alors bon, c'est parce que je suis peut-être très, très rêveuse, je trouve que c'est un miracle. Parce que c'est un miracle que la voie était dispo, le conducteur était là, les voyageurs sont là. À chaque train, c'est un miracle parce que tout s'est aligné. Ouais. Et ça, on l'oublie. Parfait. Écoute, merci beaucoup Patricia pour ces échanges, c'est toujours aussi passionnant. Et puis j'imagine qu'on aura encore d'autres occasions pour échanger sur ces sujets et d'autres. En tout cas, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir d'être ensemble ce matin. Merci.